Edith Guyochon, vous êtes responsable de la coalition Eau. Alors, du coup, moi, je suis chargée de mission plaidoyer à la Coalition Eau. Peut-être juste une petite présentation rapide de la Coalition Eau pour ceux qui ne connaissent pas ce réseau. La Coalition Eau est un collectif d'ONG françaises qui sont engagées sur les enjeux d'accès à l'eau et à l'assainissement et de droits humains à l'eau et à l'assainissement. Donc, c'est environ 30 associations françaises qui ont des projets d'accès à l'eau et à l'assainissement, à la fois à l'international, mais aussi et surtout depuis quelques années en France également. Donc sur le territoire français hexagonal, et on se penche aussi de plus en plus sur bien sûr sur les enjeux des régions et territoires d'outre-mer, puisque les problématiques dans ces régions-là sont, bien sûr, comme on l'a vu, assez importantes, en ce qui concerne en tout cas l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement. Donc l'idée là de cette présentation, c'est de faire un focus plutôt sur la question de l'accès par un angle droits humains à l'eau et à l'assainissement. Donc, et Manon prendra la suite pour faire un éclairage plus spécifique sur Mayotte. Donc de mon côté, je voulais commencer par donner un peu un panorama général des enjeux qu'on peut identifier en matière d'accès à l'eau, à l'assainissement en Outre-mer. Déjà, c'est un enjeu depuis plus de 30 ans qui se rend plus visible encore depuis la crise sanitaire. On voit que les taux d'accès à l'eau, à l'assainissement sont inférieurs à ceux de l'Hexagone, que le niveau de vie également de la population est généralement, là je parle un peu en général, hein, le niveau de vie est généralement plus faible qu'en France hexagonale également, avec du coup une proportion plus élevée du tarif de l'eau dans le revenu dans le budget des ménages. On peut aussi constater des problématiques de performance des services d'eau et d'assainissement, de gouvernance aussi, et dans certains territoires en tout cas, une non-priorisation du sujet de l'accès à l'eau dans les politiques locales. Si on détaille un peu plus par territoire, notamment sur Mayotte, on peut constater on a vu dans les images d'ailleurs le non-raccordement d'une partie importante de la population, souvent les personnes qui sont en situation illégale, mais pas que. Il y a des bidonvilles assez importants, Manon nous l'illustrera tout à l'heure. Il y a une question de cherté de l'eau également, du fait de ces multiples raccordements à des compteurs qui font que les factures explosent, et des coupures d'eau aussi généralisées du fait d'une production souvent insuffisante d'eau pouvant permettre de répondre aux besoins. À La Réunion, il y a aussi une question de pollution et de qualité de l'eau. À la Guadeloupe, on n'en a pas parlé, mais il y a un enjeu fort aussi de pollution au chlordécone, notamment une question de cherté de l'eau, de mauvais état du réseau et de coupure d'eau et organisée selon des tours d'eau. Et en Martinique également, on l'a vu dans les images précédentes, la question du prix de l'eau, l'état des réseaux aussi, des coupures d'eau également avec des tours d'eau, et la question du chlordécone qui est toujours aussi très, très présente. Donc après ce tour d'horizon, ce qui nous frappe, nous, en tout cas dans ce qu'on essaye le plaidoyer qu'on essaye de mener, les recommandations qu'on tente de porter sur les enjeux d'accès à l'eau, à l'assainissement en Outre-mer, c'est la problématique des données, en fait, d'avoir des chiffres sur l'accès à l'eau, à l'assainissement. C'est pas évident aujourd'hui d'avoir des chiffres par territoire, actualisés, qui soient désagrégés, en tout cas qui permettent d'avoir une vision à la fois de la question de la qualité de l'eau, du prix de l'eau, mais aussi de l'état de l'accès, c'est-à-dire au-delà des personnes qui sont dans le schéma de distribution, donc les personnes qui sont raccordées au réseau, on a un enjeu de connaître quelle est la proportion de la population qui n'est pas raccordée, et du coup qui est un peu
hors champ des chiffres officiels. Et alors, d'où viennent ces difficultés? Alors, y en a plusieurs. D'abord, les sources sont généralement assez éparpillées, donc on peut trouver des fois des chiffres dans des rapports. Il y a eu des audits qui ont été faits sur les différents territoires, mais certains datent de 2008. Sur Mayotte, ils datent de 2000. En Guadeloupe, ils datent de 2018. D'autres vont dater d'il y a davantage d'années, donc c'est une question aussi d'actualisation de ces chiffres. Donc la difficulté d'accéder à des données actualisées et contextualisées. Les indicateurs qu'on va avoir, qu'on va souvent chercher, sont les chiffres du Joint Monitoring Programme de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, qui permettent d'avoir un état des lieux au niveau de tous les pays, une majorité des pays du monde, sur l'accès à l'eau et l'assainissement. Et les chiffres sur l'outre-mer sont sous-évalués finalement, ne prennent pas en compte la question des personnes en situation de non-raccordement, celles subissant des coupures d'eau. Donc on a un gap entre les chiffres qui vont être les chiffres en tout cas officiels des Nations Unies, sur lesquels on peut s'appuyer, et les situations constatées sur le terrain. Également dans le cadre, par exemple, une autre possibilité de suivre les chiffres, ça va être le suivi dans le cadre de l'agenda 2030, pour suivre l'atteinte ou non des objectifs du développement durable. Et dans le cas présent de l'objectif de développement durable numéro 6, les chiffres sur l'outre-mer ne sont pas forcément mis en avant dans les suivis, en tout cas au niveau de la France, qui vont être faits. Donc on n'a pas de suivi vraiment étayé et actualisé des situations. Et comment on peut remédier et améliorer cette situation? Parce que cette situation, finalement, n'est pas simplement propre à l'eau. On a du mal à avoir des données fiables sur l'outre-mer. Alors, est-ce le résultat du ministère de l'Environnement? Est-ce le résultat où allez-vous chercher vos données? Vous allez les chercher directement auprès des départements, ou est-ce que vous allez les chercher auprès des services centraux? Plutôt au niveau des services centraux, en tout cas en ce qui nous concerne, mais à ce jour, on n'arrive pas à vous dire sur chaque territoire où on en est de l'état de l'accès à l'eau. Donc par exemple, à Mayotte, le chiffre qu'on a, nous, c'est qu'environ 31% des familles se trouvent sans eau courante. Mais on ne va pas forcément avoir ce chiffre sur tous les territoires. Donc après, il y a un travail effectivement de diagnostic et de collecte de données, et c'est qui doit être national, en tout cas géré par l'État central, qui permettent ensuite de faire remonter ça aussi dans un suivi plus... Mais plus est-ce que ces données, vous les avez d'une manière normative, ou est-ce que justement elles tiennent compte des spécificités qu'on évoque depuis le début de ce colloque? Là, les données dont on a accès, c'est plutôt liées aux audits qui avaient été faits en préparation du plan ODOM notamment. Il y avait eu un audit par territoire, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément réalisés en même temps, et ni par les mêmes organes. Donc les normes qui sont utilisées sont effectivement pas forcément... Très bien. Mais en tout cas, il y a un enjeu fort d'avoir des chiffres, et avoir des chiffres permettrait d'avoir une vision claire de la situation et du coup de proposer des actions adaptées. En ce qui concerne les droits humains, ce qui frappe, c'est que du coup, dans les territoires d'outre-mer, plus particulièrement, les droits à l'eau et à l'assainissement ne sont pas appliqués, en tout cas ne sont pas mis en œuvre tels qu'ils sont reconnus par les Nations Unies, tels qu'ils ont été reconnus par les Nations Unies en 2010. Les critères des droits à l'eau et à l'assainissement, il y en a 4 principaux. C'est la question de la disponibilité en quantité suffisante et constante pour les usages personnels et domestiques, la question de la salubrité et de la qualité, la question de l'accessibilité physique également, sans danger pour toute la population, et enfin la question de l'abordabilité, de l'accès financier. Donc quel est le coût de l'eau, qu'est-ce que les personnes doivent payer, et dans quelle mesure ce coût est abordable par rapport au budget de chaque ménage.
il y a non mise en œuvre des droits humains à l'eau à l'assainissement et également non atteinte de l'ODD 6, notamment pour les 2 premières cibles que sont la cible 6.1 et 6.2, donc accès à l'eau et accès à l'assainissement, même s'il y a bien sûr d'autres. Les d'autres cibles sont problématiques, la question de la qualité de l'eau aussi. Je voulais faire un petit point sur la Guadeloupe aussi, d'ailleurs, du coup, on n'en a pas parlé tout à l'heure, donc c'est parfait. On n'en a pas parlé parce qu'on en reparlera en début d'après-midi. Voilà. D'accord. Très bien. Ok. Ah oui, du coup, juste pour illustrer un peu la question des droits humains à l'assainissement par rapport au cas de la Guadeloupe, alors on en a beaucoup entendu parler, c'est vrai, ces derniers mois, avec la problématique des coupures d'eau qui sont très régulières, alors qui sont organisées autour des tours d'eau, mais qui ont été accentuées lors de la crise sanitaire, avec des coupures d'eau plus régulières et plus longues également. Sont estimées à 400 000 personnes environ touchées par ces coupures d'eau. Mais au-delà des foyers, ces coupures d'eau vont également affecter les services publics, puisque des hôpitaux peuvent aussi être touchés par des coupures d'eau. Et les écoles, si coupures d'eau il y a, sont fermées, donc également impact sur l'éducation des enfants. Il y a eu également une situation problématique pour gérer les incendies, puisque lors d'un incendie en Guadeloupe l'année passée, les pompiers n'ont pas pu se raccorder à une borne incendie faute de présence d'eau dans la borne. Au niveau de l'abordabilité du coût de l'eau, le prix de l'eau s'envole en fait depuis notamment le début de la crise sanitaire pour un service du coup qui lui est dégradé du fait des coupures. Et également la pollution au chlordécone, qui est également très présente dans... Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Et le 20 juillet 2021, 5 rapporteurs spéciaux des Nations Unies aux droits humains, dont le rapporteur spécial au droit à l'eau et à l'assainissement, ont interpellé l'État français par une communication officielle. D'abord, une communication privée qui a été publiée. Ensuite, je crois, c'est 2 mois, en septembre, elle a été rendue publique. Donc, qui interpelle l'État français sur cette situation des coupures d'eau et qui impactent, ils identifient plusieurs droits humains qui sont impactés par la présence de coupures d'eau dans les services d'eau potable en Guadeloupe. Donc les 5 droits humains identifiés sont bien sûr les droits à l'eau potable et à l'assainissement, mais également le droit à un environnement sain, le droit à l'éducation. Comme je disais tout à l'heure, si les écoles sont fermées, ça impacte aussi cette question de l'éducation, le droit à un logement décent et le droit à une protection égale devant la loi. Donc c'est pour illustrer vraiment l'enjeu droits humains de ce qu'impliquent des difficultés d'accès à l'eau potable et à l'assainissement ici en Guadeloupe, mais ça peut être analysé finalement dans les autres régions également. Et donc à ce jour, la France n'a pas donné de réponse à l'interpellation des rapporteurs spéciaux aux Nations Unies sur les différentes actions qui pourraient être prises pour pallier aux difficultés constatées.